Révision de la Constitution au Bénin. Le sujet reste le cœur de tous les débats. La loi fondamentale de notre pays a été modifiée par la 8e législature, saisie par une requête du chef de l'État pour le contrôle de constitutionnalité. Elle a été validée par la Cour constitutionnelle et déjà promulguée par le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Pour parler du gain démocratique de cette nouvelle constitution, Fred Ouenou, politologue, acteur politique, membre de l'opposition constructive, dit-il, est l'invité de Nasouba TV et de Reporter Bénin-Monde. Je suis avec Alban Mevo sur ce plateau. Bonjour Alban. Bonjour Pis et bonjour chers amis internautes et merci de toujours nous préférer pour de plus belles aventures. Alors, avec vous, on démarre cette émission. Absolument. Bonjour, monsieur Fred Ouenou. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Ça va, ça peut aller. Alors, monsieur Fred Ouenou, dites-nous, vos propositions ont, semble-t-il, été prises en compte dans ce projet de révision de la Constitution. Quel est votre ressenti au lendemain donc, de cette révision? Un sentiment de fierté. Fierté à double titre. D'abord, au titre d'un des délégués de mon parti ayant participé au dialogue politique et ayant fait des propositions au nom de mon parti politique. C'est toujours un sentiment de fierté de voir que les propositions faites ont été prises en compte. Ensuite, un sentiment de fierté à titre personnel, parce que ça fait quand même 14 ans que je suis tombé malgré moi dans ce monde, dans l'animation de la vie publique. Et l'un de mes sujets favoris a toujours été celui de la révision de notre Constitution, parce que très tôt j'avais découvert dans mes recherches personnelles qu'il fallait nécessairement toiletter un certain nombre de choses dans notre loi fondamentale pour pouvoir nous mettre sur les rails du développement. Et ensuite de voir une nation qui se rassemble. Est-ce que ce n'est pas se leurrer que de dire que les gens se sont mis ensemble pour décider de cette révision? Cette révision prend sa source des conclusions issues du dialogue politique. Un dialogue qui a été plus ou moins exclusif. Je ne sais pas ce que vous appelez exclusif, parce que moi je sais qu'à ce dialogue, il y avait toutes les tendances politiques du pays, l'opposition et la majorité présidentielle. Vous n'allez pas dire que je ne suis pas de l'opposition. Bien sûr, je suis de l'opposition. Vous n'allez pas dire que les FCBE ne sont pas de l'opposition. Ils sont de l'opposition. Vous n'allez pas dire que le PFR, le parti Flamand Renouvelé, n'est pas de l'opposition. C'est un parti d'opposition. Et pourtant, il y a eu tout ce remous autour du dialogue. Vous savez, lorsque dans l'obscurité qui pèse encore sur nous, lorsque vous ouvrez brusquement les portes de l'avenir rayonnant, vous ne pourrez pas empêcher que certaines personnes détournent les yeux, ferment les yeux dans une sorte d'émoussement. Et c'était pas gagné d'avance que, avouons que c'est la première fois depuis l'ère du renouveau démocratique que des acteurs politiques de différentes obédiences se réunissent ensemble, non seulement pour trouver des solutions à une situation de crise, mais aussi en même temps pour voir les perspectives d'avenir. Moi, j'ai pour habitude de dire que les crises, même si elles sont à redouter, sont inhérentes au processus de l'évolution des sociétés humaines. Pour peu que l'on veuille les encadrer pour en faire advenir des possibilités les plus émancipatrices ou des éventualités les plus enthousiasmantes pour notre peuple. Et c'est ce que nous avions fait au cours de ce dialogue politique. Et donc, voilà, c'était ouvert à tout le monde, à mon avis. Alors, monsieur Fred Ouenou, par rapport aux éléments pris en compte et fondant aujourd'hui la nouvelle loi fondamentale de notre pays, quelle est aujourd'hui, selon vous, l'opportunité du poste de vice-président? Pour mieux cerner le gain démocratique que notre pays obtient à travers la création de ce poste de vice-président, je pense qu'il faut avoir une lecture claire de ce que c'est que l'État
et de ce qu'a été l'évolution de la structure de l'État chez nous dans notre pays. L'État, c'est un ensemble, c'est un arsenal juridique, institutionnel, politique et intellectuel constituant la superstructure qui s'édifie sur une base économique. Autrement dit, à chaque régime économique correspond forcément une forme d'État. Mais chez nous, l'État a connu une évolution structurelle dans le temps et dans l'espace. Nous avons d'abord été à un niveau des États féodaux, ou de l'État féodal, au temps de nos royaumes, et qui est devenu plus tard au contact de l'Europe à son stade capitaliste, un État esclavagiste, puisque le commerce principal qui était effectué sur nos côtes était le commerce des esclaves, auquel nos royaumes participaient. Plus tard, quand l'Europe est entrée dans un stade impérialiste, nous sommes devenus un État colonial. On est d'accord, nous avons été sous la colonisation, et c'était, je crois, à partir de 1894, date de la reddition du roi Béhanzin, dernier héros de notre histoire, et jusqu'au 31 juillet 1960, date d'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Ensuite, s'en est suivi une période où nous avons vécu sous un état néocolonial, parce que de 1960 à 1972, nous avions le système politique chez nous était téléguidé un peu par la puissance, l'ancienne puissance colonisatrice, pour appeler les choses par leur nom. Et en 1972, nous avons connu un état révolutionnaire. 17 ans après, nous étions à la conférence nationale et nous avions dit maintenant renouveau démocratique, multipartisme intégral. Donc, à partir de 1990, au lendemain de la conférence, nous sommes rentrés dans un processus d'un état de renouveau démocratique. Mais que dit notre constitution du 11 décembre 1990? Notre constitution dit que le chef de cet état, le président de la République, est élu au suffrage universel, direct. C'est-à-dire que notre chef de l'État, qui est le responsable de notre République, donc de notre État, est élu par l'ensemble de tous les citoyens. Donc il puise sa légitimité d'une convocation du corps électoral qui représente l'ensemble du peuple. Mais en même temps, la Constitution dit que si par malheur, pour nous, il était frappé d'une incapacité de gouverner ou de diriger le pays, une incapacité définitive, ou s'il décédait, il serait remplacé par le président de l'Assemblée nationale, par exemple, pour un délai de 40 jours. Or, le président de l'Assemblée nationale, lui, n'est pas élu au suffrage universel direct. Le président de l'Assemblée nationale est un élu de la nation, certes, mais il est président de l'Assemblée nationale du fait d'un vote de ce qu'on peut appeler les grands électeurs, de ses collègues députés. Mais qu'il devienne président de notre République, en cas de décès de notre président élu, qu'il devienne président de cette République pour 40 jours, ça pose un problème d'ajustement de notre démocratie, en fait. Mais le plus important, c'est que à l'issue des 40 jours, il doit convoquer le corps électoral. Bien sûr. Pour élire notre président de la République. Or, qui peut convoquer le corps électoral? Nos constitutionnalistes, s'ils étaient sérieux, allaient nous dire que depuis toujours, il s'est posé un problème. Qui peut convoquer le corps électoral? Qui peut déclencher le processus de mobilisation du peuple à travers le corps électoral? Seul celui qui jouit de la légitimité du corps électoral. Si vous faites bien attention à ce que je vous disais, dans notre constitution, dans sa forme ancienne, c'est que le président de l'Assemblée nationale devient chef de l'État pendant 40 jours au moins. Et je vous pose une question. En ce moment, nous quittons un modèle de démocratie directe pour aller vers une démocratie parlementaire pendant ces 40 jours qui ne dit pas son nom. Parce que s'il tombait la démocratie directe se retrouve dans ce cas-là dans une situation d'exception. Oui, mais dans cette situation d'exception, la mesure la plus intelligente, nous ne l'avions pas trouvée en 90. C'est maintenant que, par la force des choses, nous trouvons la mesure la plus intelligente parce que
Nous passons dans l'autre cadre, dans le premier cadre, dans le cadre dans lequel nous avons vécu jusqu'à la promulgation des modifications apportées à notre Constitution. Nous quittons sans le savoir une démocratie directe vers une démocratie parlementaire. Parce que là où il y a le risque, c'est une fois que le président de l'Assemblée nationale, par la force des choses et par les circonstances, devient président de la République, devient chef de l'État, s'il tombait lui-même à l'issue, avant la fin des 40 jours, qui le remplace? C'est le vice-président de l'Assemblée, celui qui était son vice-président de l'Assemblée nationale, qui devient président par l'Assemblée nationale, qui devient président. Nous sommes entrés dans un régime parlementaire. Je sais qu'il y a eu, dans un État aussi puissant que le Vatican, il y a eu une année où le Vatican a perdu 2 papes, pratiquement à l'intervalle de 30 jours. Alors, comment les gens prennent des dispositions pour ça? Et quand vous voyez la plus belle démocratie, enfin ce que nous adulons, de l'ère moderne, qui est les États-Unis d'Amérique, ils ont toujours fait élire un vice-président. Mais pourquoi? Ces derniers temps, il y a sur les chaînes de télévision internationales, il y a un film qui passe qu'on appelle Survivants désignés, qui montre toute l'ingéniosité de la démocratie américaine, où des gens vont jusqu'à imaginer tous les scénarios où tout le gouvernement peut disparaître. Oui. C'est que des gens réfléchissent, des gens anticipent. Et c'est le fort des nations qui veulent grandir pour anticiper. Je pense que si nous voulons être conséquents envers le choix que nous avions fait, qui est celui d'élire notre chef d'État sur un processus de démocratie directe, à travers la convocation d'un corps électoral par le président de la République. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi, quand bien même un président vient en fin de mandat, tant que l'autre n'est pas élu, tant qu'il n'y a pas élection, il ne passe pas service? Parce qu'il tire sa légitimité d'un corps électoral qui doit être convoqué par lui. C'est la question, qui convoque le corps électoral? C'est celui qui est légitime. On est venu à ce poste de vice-président dans la perspective de s'assurer une certaine pérennité au niveau des élections générales. Et vous parliez tout à l'heure des propositions de mon parti. Notre parti a proposé les élections générales pour à partir de 2026. Non seulement, il s'agit là de créer une année électorale pour faire d'abord de l'économie pour notre pays, dans le cadre de l'organisation de nos élections périodiques qui nous coûtent sensiblement 20 milliards de francs CFA. Maintenant, il s'agit ensuite de faire de l'économie en mettant notre peuple au travail. Donc, c'est pour maintenir la pérennité au niveau, dans le cadre de l'organisation des élections générales, pour ne pas, en cas de décès du président de la République élu, faire des élections présidentielles anticipées de manière à décaler, qu'on a dit, il faut penser à un poste de vice-président qui assurera la continuité du mandat jusqu'à la fin du quinquennat, de manière à ce que de nouvelles élections soient organisées. Mais ce faisant, on a réglé un problème d'inadéquation. Je ne sais pas si les pères fondateurs, je ne vais pas porter de jugement sur eux, ce sont d'éminents professeurs. Je ne sais pas si les pères fondateurs de notre démocratie ou de notre constitution en 90 avaient perçu en réalité le modèle, le changement de modèle qui s'opérait lorsque le président de la République décédait et que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim, non seulement pendant 40 jours, les chefs d'État, mais à l'issue des 40 jours, il convoque le corps électoral. Or, il n'a pas la légitimité pour convoquer le corps électoral. Alors, M. Fredouinou, à vous entendre, on a comme l'impression que la plupart des points qui ont été donc évoqués dans la nouvelle constitution sont venus régler un problème ponctuel. Alors, qu'en est-il de la question, parlant donc du parrainage? Écoutez, le but visé, c'est le renforcement du système partisan. Depuis 1991, date des premières élections présidentielles, jusqu'à 2016, aucun parti politique n'a réussi à proposer et à faire élire un candidat président de la République de notre pays. Or, nous avions dit que notre système démocratique était fondé sur le multipartisme. À partir de cet instant, quel est réellement le rôle des partis politiques s'ils ne peuvent pas conquérir le pouvoir suprême? Je rappelle que nous sommes dans un régime présidentiel et l'exercer.
Ça voudrait dire, voilà pourquoi nous avons toujours eu des gens venus en dehors des partis politiques qui conquièrent le pouvoir d'État, et dans la gestion on se rend compte que les acteurs politiques ne participent pas de manière efficiente, non seulement à la rédaction du projet de société, et ensuite maintenant à la gouvernance, à la rédaction du programme de gouvernance. Ça ne tient pas toujours compte des réalités de notre pays. Alors comment faire? On n'a pas réglé cette question en disant désormais les partis politiques, on n'a pas fait une exigence que les candidats aux élections présidentielles proviennent forcément des partis politiques, mais on a demandé qu'ils soient parrainés par les élus nationaux ou communaux ou municipaux. Lesquels élus, eux, proviennent forcément des partis politiques. Ça voudrait dire qu'on n'aura plus désormais un monsieur qui sort de nulle part, qui n'a pas d'acquaintance, mais parce qu'il a quelques millions, vient et rentre dans la course et se met dans sa poche un certain nombre d'électeurs et c'est fini. Le code électoral viendra redéfinir clairement dans quelles conditions est-ce que le parrainage doit se faire, qui peut parrainer, quel peut en être le nombre et quelles sont les conditions dans lesquelles le parrainage doit se faire. Je crois que les conditions seront claires. La loi fondamentale dit il faut être parrainé maintenant pour être candidat aux élections présidentielles. Et le code viendra préciser les conditions. Mais c'est un gain essentiel. C'est un gain démocratique essentiel en ce sens que désormais, nous sommes sûrs que tout candidat doit être porté, même si ce n'est pas dit de manière explicite, implicitement, forcément, par des partis politiques. Or, les partis politiques, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments en lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État, pour le bien-être des populations. Lorsque vous êtes un groupe, vous vous réunissez sur la base d'une vision politique claire. Donc, vous ne pourriez pas vous faire parrainer par les élus d'un parti politique si vous ne posez pas tout au moins le projet de société de ce parti politique. Vous voyez déjà? Ça voudrait dire que, de manière beaucoup plus importante, tous ceux qui aspirent désormais à diriger notre pays doivent avoir une vision politique assez claire de ce que le Bénin doit être et doivent pouvoir proposer un modèle de financement de leur projet politique clair, de façon à ce que ce ne soit pas une fois élu que ça commence par cafouiller. Si on permet à des hommes de continuer à se postuler, à se porter candidat sans le concours des partis politiques, ça voudrait simplement dire que nous sommes en train de nous dédier. Nous faisons un pas en avant et deux pas en arrière. Ne renforçons pas notre système démocratique. Monsieur Fred Frenon, la ratification des accords se fera désormais seulement par le chef de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté perverse derrière? Est-ce que ce n'est pas risqué? Écoutez, vous voyez, nous devons aborder ces questions débarrassées de toute suspicion. Nous votons, l'Assemblée nationale vote un budget de 1000 milliards ou bien de 2000 milliards, par exemple. Et alors que nous savons que notre capacité de mobilisation interne ne dépasse pas 1000 milliards. Ça veut dire qu'on dit au chef de l'État, il faut trouver les 1000 autres milliards. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez conscience que c'est ce que ça veut dire? Parce que les capacités de mobilisation des ressources à l'interne ne dépassent pas 1000 milliards. Mais quand on vote un budget de 1500 milliards ou de 1900 milliards, le gap qui le trouve, le chef de l'État, qui est l'élu de la nation, qui définit la politique générale de l'État et qui est l'ordonnateur du budget de l'État et qui gère la diplomatie, et c'est lui qui doit mettre en branle son leadership pour que des partenaires puissent nous accompagner. Mais dans le cadre des accords de ratification, comment ça se passe?
je crois qu'on ne doit pas être suspicieux par rapport à la ratification. Parce que la loi dit désormais, il ratifie et il rend compte au bout de 90 jours. Parce que les formalités sont tellement lourdes. Et parfois, les dossiers dorment à l'Assemblée, on n'arrive pas à les ratifier jusqu'à ce que nous perdions ces accords. Alors que nous avons besoin de ces ressources pour développer notre pays. Je vous pose une question. Entre l'exécutif et l'Assemblée nationale, qui est plus enclin à faire des diligences? C'est l'exécutif. Et donc, autoriser le chef de l'État à aller chercher le gap pour le développement de notre pays. Mais on dit, il ne peut pas ratifier. Il peut ratifier et rendre compte. Si ce que nous craignons, j'ai entendu dire qu'il risque d'endetter le pays. Non. Dans une posture de après moi, ça sera le déluge. Non, mais écoutez, si nous parlons de ces institutions internationales, de nos partenaires au développement, des bailleurs de fonds, si nous parlons de ces accords de ratification, mais attends, c'est des institutions sérieuses. Vous ne pourrez rien ratifier sans que le FMI n'ait son regard dessus pour s'assurer. En fait, s'il fallait prendre des dispositions pour contrôler, c'est à l'interne. C'est dans le cadre de la mobilisation des ressources dans nos banques locales et banques primaires qu'il peut avoir des deals. Mais on ne s'attaque pas à ça. S'il fallait endetter le pays, c'est là. Parce que là, il n'y a pas de regard de l'institution dessus, de législatif dessus. C'est direct. C'est là qu'il y a le problème. Ce n'est pas dans les accords de la vie où les taux sont connus d'avance. Ça ne dépasse pas 2% dans un premier temps. Dans un second temps, il n'y a pas de possibilité de ratification sans que le FMI, parce que nous sommes encore des pays assistés, ne puisse donner son accord. Donc finalement, qu'est-ce que nous craignons? Au contraire, nous aurons plus de célérité, nous y allons plus vite. Mais ce n'est pas parce que je suis dans la position d'un opposant que ce qui constitue le progrès pour notre peuple, pour nos institutions, il ne faut pas encourager. Parce que je ne suis pas opposant pour demeurer opposant à vie. Je suis opposant parce que moi-même, je veux aller à la conquête et à la conquête et à l'exercice de ce pouvoir d'État. Mais demain, quand je serai là, si je m'oppose à ce qui est fait juste pour la forme, mais demain, quand je serai là, quand je vais vouloir initier la même chose, ça va me revenir. Alors, même à ce niveau, le gain démocratique... Mais c'est un gain démocratique, économique énorme. Ça veut dire que le problème de crédibilité, parce que c'est ça qui a été donc avancé par ceux qui fustigent notamment ce point, selon vos explications, le problème de crédibilité au niveau donc des institutions internationales est réglé. Ah ben oui, mais bien sûr. Mais ce sont des institutions qui sont crédibles. Ce n'est pas des institutions qui vont chercher à endetter notre pays pour rien du tout. Parce qu'un pays qui est endetté, il devient insolvable et les institutions aussi ont des problèmes. Donc, il est important qu'on sache que nous n'avons rien à craindre de ce côté. Au contraire, nous sommes en train d'aller à plus de célérité. Je veux vous dire une vérité. Depuis 1990, depuis l'ère du renouveau démocratique, aucun chef d'État n'a exercé le pouvoir au Bénin sans vouloir qu'on lui permette de ratifier les accords, quitte à ce qu'il puisse rendre compte après. Parce que souvent, les accords dorment à l'Assemblée. Parce que le fonctionnement parlementaire a son calendrier et a sa manière de fonctionner. Et nous perdons beaucoup d'appui, beaucoup d'opportunités. Alors que c'est avec ces financements que nous arrivons encore à équilibrer notre budget et à donner un avenir plus radieux à notre peuple. Donc désormais on ira donc plus vite. On vous aura donc compris. En tout cas, nous tendons vers la fin de cet entretien. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous allons aborder quelques deux points d'éléments ayant intégré la nouvelle constitution. C'est d'abord la discrimination positive à l'endroit des femmes et la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Écoutez,
j'ai toujours pensé une chose. Si nous voulons tenir notre promesse républicaine de fraternité et de justice, il fallait que nous fassions une justice évidente pour la femme béninoise. C'est vrai que la Constitution, dans son article 26, dit hommes et femmes sont égaux devant la loi. Mais nous savons bien que dans les pratiques, cela reste encore une déclaration de bonne intention à l'endroit de la femme béninoise. Et donc la démarche aujourd'hui, et j'ai soutenu cette démarche, et mon parti l'a soutenu au dialogue politique, c'est de pouvoir créer une discrimination positive pour avoir une plus grande représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. Parce que dans l'autre constitution, l'article 26 étant là, on ne peut obliger aucun parti politique à positionner les femmes, à positionner un certain nombre de femmes, sinon ce serait une discrimination négative à l'endroit des hommes. Voilà. Donc maintenant qu'on a revu l'article 26 nouveau, en mettant, oui, hommes et femmes sont égaux devant la loi, toutefois, la loi prévoit une discrimination positive à l'endroit des femmes. Une fois que notre codification de notre vivre ensemble l'a prévu, plus personne ne peut s'y opposer. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ça devient une obligation. Tout est juridique finalement. Et sur la question de la reconnaissance de la chefferie de parti. Écoutez, la démocratie vise une pleine participation des différentes couches sociales et catégories au pouvoir, à la gestion du pouvoir. La reconnaissance de la chefferie traditionnelle est un élargissement de l'implication du peuple dans, comment on appelle, dans le processus de gestion ou de gouvernance de notre pays. Voyez-vous, nous avons des institutions classiques, mais nous connaissons tous le rôle éminemment important que joue la chefferie traditionnelle dans le maintien de l'équilibre social de notre pays. Et donc, les reconnaître, c'est pouvoir élargir les frontières de la démocratie béninoise, qui jusque-là était une démocratie purement institutionnelle et élitiste. Des gens ne seront pas d'accord, mais nous aurons peut-être d'autres occasions de faire le débat. Mais les frontières ont bougé. Et c'est déjà important qu'on puisse faire bouger les frontières de notre démocratie. Il y a peut-être, au fil du temps, d'autres structures qui ne sont pas encore reconnues qu'il va falloir intégrer dans la gestion de l'État. Nous poursuivons ce débat que d'ailleurs nous avons tourné au lendemain de la sortie du chef de l'État sur France 24 et RFI. Monsieur Fred Renaud, vous avez suivi tout comme nous le débat. Que retenez-vous? Je suis resté un peu sur ma faim. J'attendais beaucoup plus le chef de l'État sur ce que j'allais appeler la nouveauté, l'actualité du moment, sur la question de la révision de notre Constitution, qui découle des recommandations et conclusions du dialogue politique, quel était lui-même son regard sur les amendements qui ont été apportés par l'Assemblée nationale, parce que cette révision n'était pas venue à l'initiative du chef de l'État. D'ailleurs, qui a dit qu'il n'encouragerait plus ça, donc je m'attendais à avoir son avis sur ces questions. Donc je ne l'ai pas vu et je suis resté un peu sur ma faim. Et ensuite, j'ai été personnellement un peu attristé qu'on soit revenu sur les événements du 1er, du 2 mai qui ont plongé quand même, qu'on le veuille ou pas, notre peuple dans une dimension qu'il n'avait pas connue depuis l'ère du renouveau démocratique. Et donc pour moi, je pensais que le chef de l'État s'était déjà prononcé là-dessus et avait dit plus jamais ça et avait annoncé dans la foulée le dialogue qui a eu lieu, donc il fallait pour ma part se concentrer sur les conclusions du dialogue, le vote à l'Assemblée, il fallait avancer sans forcément chercher à revenir en arrière pour justifier un certain nombre de choses. Monsieur Fred Renaud, on est donc pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de fin pour conclure? Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir donner ma part de vérité sur la réforme constitutionnelle. Vous savez, la Constitution définit notre vivre ensemble.
C'est ce qui définit notre République, c'est ce qui définit notre modèle démocratique, et ça nous concerne tous. Tous, autant que nous sommes. Nous devons tous avoir notre lecture. Au-delà de nos confections politiques, je voudrais juste inviter nos compatriotes qui, moi je dis que je respecte leurs scrupules, qui pensent qu'avoir touché, avoir modifié la Constitution, c'est une profanation de la conférence nationale de février 1990, parce qu'ils ont eu le temps de développer des sentiments affectifs avec cette Constitution. Moi, je voudrais juste leur dire que, aussi glorieuse que puisse être l'histoire d'un pays, il ne peut fonder ses luttes pour son développement sur le respect qu'inspire son passé. La conférence nationale, c'est notre passé. Nous ne devons pas toujours continuer de regarder dans le rétroviseur, mais nous devons aller de l'avant. Et nous devons savoir que l'histoire ne chemine pas toute seule vers le progrès. C'est les hommes qui font l'histoire. Donc si on veut progresser, il faut que le volontarisme politique puisse s'imposer au conservatisme pour qu'on puisse avancer. Je vous remercie. Voilà, merci Monsieur Fred Renou. Je rappelle que vous êtes politologue, membre du parti Force Corée pour un développement du Bénin, FCDB, parti de l'opposition constructive. Vous étiez donc sur ce plateau de Nassouba TV et de Reporter Bénin Monde. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Selon Fred Renou, le gain démocratique de cette révision de la Constitution est énorme, à bien de niveaux, le poste de vice-président, le système de parrainage, la ratification des accords désormais par le chef de l'État, la discrimination positive, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Alors selon lui, il est important de lever toute suspicion autour de cette volonté des acteurs politiques, bien sûr ça, des acteurs politiques de faire du Bénin une grande nation. Monsieur Fred Renou, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, c'est un honneur. Merci. Tout le plaisir était pour moi aussi. Merci. Et à très bientôt sur Reporter Bénin Monde et Nassouba TV. Merci.